voilà, cette vaste chaîne de solidarité royaliste vous amène ce soir à écouter donc, la conférence de remplacement d'une conférence de remplacement. Mais néanmoins, du coup, comme j'étais pressé par le temps, j'avais le choix entre deux choses. Soit essayer d'être très intelligent tout seul, soit m'appuyer sur quelqu'un de très intelligent déjà tout prêt. J'ai préféré la deuxième solution qui était beaucoup plus sûre, en tout cas pour mon ego. Voilà, donc si jamais vous ne trouvez pas ça intéressant, tout est de la faute de l'auteur que je commente. Si vous trouvez ça génial, eh bien, c'est uniquement parce que j'ai réussi à vous le communiquer d'une façon parfaite. Donc quel est cet auteur et pourquoi est-ce que j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant? En lisant Politique Magazine, je me suis rendu compte que j'avais chroniqué un livre absolument épatant de Guilhem Golphin qui s'appelle Babylone ou l'effacement de César. Alors d'abord, je vous conseille de lire Politique Magazine attentivement, puisque même moi en le relisant, je me rends compte qu'il y a des trucs épatants. Et c'est un petit livre qui a été publié aux éditions de l'Âge d'Homme l'année dernière. 128 pages, 12 €, ça fait moins de 10 centimes la page, vous pouvez y aller, c'est vraiment c'est bien investi. C'est un docteur en philosophie qui a cofondé le Collège Saint-Germain, qui est un institut de recherche politique indépendant. Guilhem Golphin avait sorti en 2017 au CERF un gros bouquin sur le souverainisme, la souveraineté. Et c'était très intéressant parce que nous tous qui nous déclarons assez volontiers souverainistes, nationalistes et tous ces autres mots qui signifient en gros qu'on aime la France et qu'on est patriote, Guilhem Golphin nous tirait la carpette sous le pied et on se retrouvait à être du côté de Hobbes avec Bossuet et contre, si j'ose dire, le véritable souverain et le bien commun selon saint Thomas. Le bouquin était absolument passionnant et cette manière qu'il avait de remettre en cause en fait, la philosophie du souverainisme dans le cadre de l'État-nation moderne était vraiment très intéressant. Il a sorti donc ce petit livre beaucoup plus petit et sur le mondialisme et qui est très intéressant parce que évidemment, quand bien même on peut critiquer le souverainisme de Bossuet et la conception de la patrie de Bossuet, de la nation, on a quand même raison d'être patriote et d'aimer la France, mais c'est devenu extrêmement compliqué dans un cadre mondialiste. Et ce que fait Golphin, c'est qu'il essaie de nous dire comment est-ce que le cadre du mondialisme n'est pas juste une espèce de fatalité économique, un monstre qui aurait peu à peu grossi, qui serait devenu autonome, mais qui est au contraire un projet concerté. Un projet donc qui a des racines politiques, économiques et philosophiques. Et ce sont ces racines que Golphin, dans son essai, bref, brillant, enlevé, et pas cher, nous raconte. Et c'est ça que je vais essayer de vous résumer ce soir. Alors, d'une part, on va quand même redonner la définition du bien commun. C'est l'ensemble des réalités matérielles, sociales, morales et spirituelles qui font la vie objectivement vertueuse des membres de la société. Comme c'est un bien, il suppose une finalité d'existence, et comme c'est un bien commun, il suppose une communauté qui n'est pas une collection d'individus autonomes, mais un tout organique antérieur à ses membres, pris séparément, membres qui dépendent de cette communauté, sans que pour autant la communauté soit séparée de ses membres. C'est une unité d'ordre relationnel. On voit qu'on est très très loin de la conception contractualiste de la Révolution française, où on est d'abord une collection d'individus, et cette collection d'individus décide par un pur effort de volonté, et dans un cadre strictement rationnel, de s'allier pour former la nation française. La communauté organique d'ordre relationnel que définit Golphin, et qui est le cadre normal du bien commun, est totalement différente. Gardons ça en tête parce qu'on va évidemment retrouver la manière dont l'individualisme va en fait être à la racine du mondialisme. Et on va retrouver comment, à force de vouloir satisfaire l'individu, on finit par le dissoudre dans le tout le plus totalitaire possible, qui est ce gouvernement mondial. Donc, ce que pose Golphin, c'est peut-on, dans le cadre de nos démocraties actuelles, poursuivre le bien commun? Est-ce que le contexte législatif permet la quête du bien commun? Bon, la réponse est un peu évidente, vous la connaissez déjà, c'est non. Enfin, c'est comme dans tous les bons romans, comme dans tous les bons suspens, on sait qu'à la fin Antigone meurt. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce que Anouilh nous le raconte, ou comment est-ce qu'un tragédien grec nous le raconte. On sait que Colombo, à la fin, trouve le coupable. Ce qui est amusant, c'est de voir comment. Et bien donc, c'est cette enquête que mène Golphin. Et il démontre donc que le cadre mondialiste lui-même, avec ce qu'on a nommé la mondialisation, est un cadre de civilisation où le bien commun est une impossibilité. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation? Alors, le mot est familier. En gros, il décrit un système économique planétaire où un jean parcourt 65 000 km avant de se retrouver dans une boutique à Paris.
où les Chinois nous renvoient nos chaînes sous forme de lames de parquet, mais c'est eux qui ont acheté les billes, les ont découpées, étuvées, poncées et ensuite calibrées. Et l'Union européenne exporte ces ordures au fin fond du monde. Je ne parle pas des députés européens, je parle bien des déchets. Voilà. Donc le terme mondialisme apparaît dans les années 70 et il désigne la réorganisation des activités bancaires et entrepreneuriales dans l'espace monde, puis il désigne l'intégration croissante des marchés, des biens, des services et des capitaux. Aujourd'hui, la mondialisation est accusée de tous les maux, à juste titre, et elle est accusée de tous les maux par à peu près tous les partis, je dirais. Même à Davos, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y a un Davos chaque année, il vient d'avoir lieu cette année, il y en a eu un en 2019. À Davos, en 2019, on expliquait que la mondialisation devait être inclusive. Même les capitalistes de Davos s'étaient rendus compte qu'en fait, c'était quand même un peu compliqué de faire admettre que la paix, la concorde et la prospérité régnaient partout, parce que la paix régnait difficilement partout, la concorde, vu l'état de fracturation de l'ensemble des sociétés contemporaines, c'était compliqué de le mettre en avant, et quant à la prospérité, les riches étaient devenus extrêmement riches et il y avait de plus en plus de pauvres. Donc on dénonce la mondialisation, mais est-ce qu'on revient aux racines de la mondialisation? Non. Dans la manière qu'on a de dénoncer la mondialisation, on dénonce la mondialisation comme s'il y avait un système économique planétaire qui était une obligation fatale et qui aurait pu être autrement, et qu'il avait juste été dévoyé. Ce que nous dit Goldfin, c'est que si on remonte, si on renroule le fil, si on remonte aux sources du fleuve qu'est la mondialisation, en fait on se rend compte que c'est vicié dès la base. Quels sont les principes de la mondialisation? Alors ce n'est pas un complot financier. Alors, quand j'ai prononcé cette conférence, les gens m'ont dit oui mais quand même, la trilatérale, Bilderberg, les francs-maçons, bien sûr. Mais il n'y a pas besoin de complot en fait. Il y a un complot à ciel ouvert, comme diraient les Maurassiens. On a donné aux financiers un pouvoir incroyable dont ils ont su user, mais on leur a bien donné volontairement. Ce n'est pas eux qui l'ont arraché aux mains de politiques inconscients. Je cite Goldfin, alors, ce qui est sympa de ma part, parce qu'en fait je paraphrase depuis tout à l'heure, donc de temps en temps je le citerai vraiment, parce que après tout c'est lui que vous entendez. La mondialisation est bien plus qu'un système économique et financier, elle revêt une dimension politique dans le sens le plus intégrant du terme, et au-delà une dimension spirituelle. Ce qu'elle met en jeu, ce sont les mœurs, les conceptions de la vie et de l'homme, l'organisation des sociétés. En un mot, il s'agit d'un phénomène de civilisation, lequel est indissociable dans ses origines de l'universalisme chrétien. La mondialisation en constitue une sorte de versant matériel, on pourrait même dire matérialiste, et caricatural. La mondialisation que nous vivons actuellement, elle est née en 1964, avec les négociations douanières lancées par les États-Unis. Et c'est ces négociations de 1964 qui façonnent vraiment notre présent, pour ce qui est du cadre économique et législatif. La caractéristique remarquable de ce qui naît en 1964, mais qui est précédée en fait de différentes opérations sur lesquelles on va revenir, c'est qu'elle fait naître des entités supranationales et surtout supra-étatiques. Un droit supranational et donc un droit supra-étatique. Et ces droits et ces entités sont permanents. Ils sont conçus comme étant permanents, on nous les déclare permanents et ils s'imposent à nous depuis 64 pour certains d'entre eux, 45 pour d'autres et même auparavant. Et le but de ces entités supraétatiques, c'est de rendre totalement obsolètes les cadres classiques binationaux. Avant, la France et l'Allemagne, l'Angleterre et la Russie, la Chine et le Japon, l'Ouzbékistan et la Tasmanie avaient l'habitude de négocier entre parties. Et le cadre bilatéral en état souverain et indépendant est considéré en fait comme étant nocif. Avant, un État souverain avait une autonomie juridique qui permet d'imposer des décisions à l'intérieur de ses frontières. Les nouvelles entités supraétatiques ont elles aussi une autonomie juridique, mais qui leur permet d'imposer des décisions aux États en limitant leur souveraineté et même en l'annulant. C'est pour ça que nous nous disons souverainisme. Nous nous disons souverainistes parce que l'Union européenne, par exemple, nie la souveraineté de l'État français. Et qu'en plus, des gens ont intelligemment expliqué qu'il y avait un principe de transcription automatique des lois européennes dans les lois françaises. Donc, avec ce principe qui est devenu constitutionnel, si je ne m'abuse, on ne peut pas échapper à n'importe quelle idée qui sort du cerveau lumineux des technocrates de l'Union européenne. On est obligé, en fait, de les transcrire dans le droit français. Donc, c'est pas juste une force aveugle, cette mondialisation, c'est aussi une force politique. C'est une structure juridique qui est gouvernée par une philosophie bien précise, qui est la philosophie utilitariste.
C'est la paix qui va garantir la prospérité, c'est la prospérité qui va assurer le bien-être, et le bien-être, c'est la version matérialiste du bonheur. Ça, c'est cette espèce de trilogie, elle naît avec les guerres de religion. Les guerres de religion sont à un moment absolument atroce. Les gens se disent, en fait, visiblement, c'est pas avec des principes moraux et des idées religieuses qu'on va assurer le bien-être des gens. Donc, quel est le dénominateur commun sur lequel on pourrait bâtir une philosophie politique intéressante? C'est le fait que chacun ait une chaumière, une poule au pot dans la chaumière, si possible une poutre, des saucissons qui pendent aux poutres, enfin bon bref, et donc peu à peu on se retrouve tous chez Habitat à acheter un pouf en velours, mais ça signifie que le bien-être c'est d'abord du matériel. Si le bien-être est matériel, il faut qu'il y ait une prospérité pour que chacun puisse avoir les moyens de ce bien-être matériel. Et une fois que tout le monde est heureux parce qu'il a sa poutre, son saucisson et son pouf pour contempler les deux, et bien à ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'il se fasse la guerre. Là, on est d'accord. Mais le problème, c'est évidemment les nations. Avec le traité de Westphalie, en 1648, on lit déjà la paix et le développement économique. Autrement dit, voilà, c'est quelque chose qui n'apparaît pas au XXe siècle. Mais la fureur révolutionnaire et la manière dont les nationalismes sont exacerbés partout, avec d'une part l'universalisme français qui explique qu'il est là pour porter le feu et le glaive sur tout le globe pour faire en sorte de libérer les hommes, et du coup qui déclenche des fièvres nationalistes dans à peu près tous les autres pays, où chacun explique qu'eux aussi en fait ont une vocation à être super intelligents et à l'expliquer à coup de crosse aux voisins, ça devient compliqué, parce qu'avec les guerres révolutionnaires, l'idée qu'on peut annihiler l'adversaire, puisqu'il est méchant. Avant, on se contentait de se taper sur la tête pour pouvoir convertir ce qui restait. Là, on a le droit d'annihiler la nation ennemie, parce que c'est cette nation qui est l'ennemi, et tous ceux qui adhèrent à cette nation, puisqu'on est rentré dans un cadre contractualiste, sont évidemment des ennemis irréductibles. Donc, on n'a pas besoin de les convertir, on peut les éliminer tranquillement. On élimine les Français qui ne sont pas d'accord avec la Révolution, on élimine les ennemis de la France. Quand on cherche à annihiler l'adversaire, quand la règle de la puissance moderne devient l'annihilation, eh bien, du coup, un simple traité entre deux pays, c'est pas assez. On a besoin, en fait, d'équilibrer les puissances. Tout ça paraît logique. Effectivement, quand on voit la manière dont les guerres de religion puis les guerres révolutionnaires ont ensanglanté le monde, le fait de se dire on a peut-être besoin d'un arbitre au-dessus de la mêlée, ça paraissait pas complètement idiot. On invente donc les règles supranationales. Alors depuis tout à l'heure, je dis supranational et supraétatique. Goffin remarque, et c'est très juste, que les nations et les peuples des nations qui sont concernés par ces droits supranationaux, en fait, ne sont jamais vraiment en rapport avec ceux qui déterminent le droit. C'est un droit qui est supraétatique parce que tout se passe au niveau de l'entité juridique étatique. Il n'y a plus de démocratie. Ces lois sont votées, ces règles sont décidées, ces règles sont appliquées, ces règles sont transcrites dans les différentes constitutions, sans que le peuple soit plus jamais appelé à en délibérer. Donc, c'est plus tellement une nation, c'est un État. Et on voit bien que la couche du pays légal, évidemment, surplombe la couche du pays réel, que le pays réel, qui est la couche nationaliste, n'a plus rien à voir avec la manière dont fonctionne l'État, et encore moins le supraétatisme. Donc, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, on prend le chemin de l'harmonisation des législations, qui est la condition essentielle de la stabilité du système. Donc, tout de suite, on imagine une institution universelle unifiée. Frédéric Rouvillois va sortir un livre dans les mois qui viennent sur le saint-simonisme et les racines saint-simoniennes d'Emmanuel Macron. Il y a déjà eu un article dans cette excellente magazine qui est Politique Magazine où il en exposé les prémices, je vous conseille de le relire. Effectivement, l'idée d'un gouvernement mondial apparaît, on peut dire que Thomas More déjà a l'idée d'un gouvernement mondial, mais à partir du XVIIIe et du XIXe, les gens se mettent vraiment en œuvre pour remplir ce gouvernement mondial, toujours avec l'idée, évidemment, qu'il s'agit d'avoir un arbitre supranational qui va empêcher les nations de s'exterminer les unes les autres. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une institution universelle unifiée, et que cette institution universelle unifiée, peu à peu, décide de s'occuper de mœurs. Très récemment, il y a une banque américaine d'investissement qui a annoncé qu'elle n'investirait plus dans les valeurs européennes et américaines. Elle laisse de côté les valeurs asiatiques et africaines. Elle laisse de côté les valeurs asiatiques parce qu'il y a vraiment de l'argent à se faire. Elle laisse de côté les valeurs africaines parce qu'elle les méprise. Donc pour ces valeurs américaines et européennes,
Si le conseil d'administration n'est composé que d'hommes blancs, cette banque américaine, si ce n'est pas Morgan Stanley, c'est une autre du même calibre, n'investit plus. Donc on voit que la puissance économique, évidemment, veut peu à peu avoir une puissance sociale. Et d'ailleurs c'est tout le jeu du libéralisme, d'expliquer, laisser faire, laisser aller, et on va faire en sorte que l'État gouverne tout sauf l'économie, et évidemment peu à peu l'économie croît au point d'équilibrer les plateaux en termes de puissance avec l'État. On va y revenir. Ce que nous dit Goldfin, c'est que l'organisation de la paix n'a de sens que si elle est mondiale, et qu'elle ne laisse donc rien subsister en dehors de son périmètre. On voit qu'il y a une tentation totalitaire dans le gouvernement mondial. Il est censé empêcher l'arbitrage, l'arbitraire des querelles entre nations, et évidemment, comme tout ce qui est censé empêcher au nom de la raison l'arbitraire dans les rapports avec les gens, il finit par être totalitaire. Le système juridique, cela dit, ne touche pas que les États, il touche directement les gens. La mise en concurrence généralisée impacte la vie économique locale, là on l'a tous constaté. Le système supra-étatique consacre en fait une existence juridique internationale des individus. Puisqu'on voit bien que seul l'individu existe. Tout le reste n'est qu'une convention sociale et que, justement, d'un point de vue légal et avec des instruments législatifs, on est capable de tordre ces conventions dans tous les sens qu'on veut. Alors, on voit que cette espèce de statut individuel international, il existe par exemple dans le statut des fonctionnaires internationaux, qui effectivement n'appartiennent à aucun État. Mais on voit aussi que quand d'aucuns signent des traités sur le droit à immigrer où chacun veut aller, avec si possible l'interdiction de ne pas accueillir la personne qui veut immigrer, là aussi on impose en fait aux différentes nations un droit en fait au vagabondage des individus sans que ces individus puissent être rejetés au nom d'un principe national. Donc la mondialisation économique aboutit à nier le politique comme principe premier d'architecture des sociétés. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas dit par tous, mais c'est mis en place. Et l'intérêt du livre de Goldfin n'est pas forcément de nous révéler qu'il y a une domination mondiale, il est de nous révéler quels sont les mécanismes intellectuels, philosophiques, juridiques de cette domination mondiale, indépendamment de toute théorie du complot. Dès les guerres de religion, en fait, on assimile la politique au conflit. Et donc, c'est l'élimination du politique qui va permettre de régler le conflit. Si j'enlève la possibilité du conflit, il n'y a aucune raison qu'il y en ait. Donc, on va dépasser le politique. La paix universelle, c'est la fin du politique. César est réduit à administrer en local le système de la Babel mondiale. D'où le titre de l'ouvrage que je vous rappelle, Babylone ou l'effacement de César. Normalement, le politique sert à régler le bien commun en faisant en sorte que des êtres libres, comme dit Aristote, puissent avoir des rapports. La modernité considère que les pouvoirs nationaux sont devenus des puissances hypertrophiées, avec une souveraineté absolue à l'intérieur des frontières, mais avec la capacité à excéder ces frontières, et donc la modernité décide de limiter la puissance des États-nations. L'État moderne et l'État-nation ne doit plus être un pouvoir indépendant, détenant exclusivement l'exercice de la puissance et d'autorité sur les populations données, il doit peu à peu abandonner ce pouvoir. Goldfin remarque, cette imposition progressive de l'État souverain moderne comme forme politique quasi universelle a eu un certain nombre de conséquences. Et c'est là où, en tant que souverainistes, nous devons faire repentance, si j'ose dire. La première, et celle qui décide de toutes les autres, c'est la substitution de l'obéissance au pouvoir à la justice et au bien commun comme premier principe du politique. Au début, il y a un bien commun. Et il n'y a pas forcément de cadre nationaliste, il n'y a pas forcément de cadre étatique, il n'y a pas forcément d'État-nation. Il y a par exemple ce qu'on appelle la chrétienté. Et donc ce qui est politique, c'est de poursuivre le bien commun. Et la justice et le bien commun sont les principes de la politique. Plus je constitue des entités autonomes qui sont les États-nations, moins le bien commun, et donc la justice et l'amitié, pour parler comme Aristote, sont les principes du politique, mais plus l'obéissance au pouvoir devient le principe du politique. Même Bossuet sacrifie à l'obéissance au pouvoir. Ça, on peut toujours discuter du fait que Louis XIV a été ou pas un tyran. Nous savons en fait qu'il n'est pas un tyran, et même Jean-Christian Petit-Fils nous explique dans la biographie qu'il lui consacre qu'il est quasiment faible, et que s'il y a bien quelqu'un qui est éloigné de l'absolutisme, c'est bien Louis XIV. Mais on sait bien qu'au contraire, en monarchie française, il y a un équilibre des pouvoirs, que le roi arbitre, mais malgré tout, l'obéissance au pouvoir paraît être la source de la politique. Tout est rapporté à cette capacité d'obéissance.
Quand le pouvoir est censé être un pouvoir tempéré et arbitrant entre différentes sous-puissances, ça paraît une bonne idée. Quand le pouvoir devient la démocratie française, la République française, c'est un pouvoir totalitaire, et évidemment, il ne juge que par rapport à l'obéissance qu'on lui accorde. Et même, chaque fois qu'on essaye de ne pas lui obéir, ce qu'il voit, c'est pas tellement qu'on le conteste lui, c'est que si on le conteste lui, c'est toute la société qui risque de se fracturer. Et la moindre infraction paraît donc du coup devoir être jugée à l'aune de la nation tout entière qui s'abîmerait dans le précipice. L'espèce de violence incroyable à laquelle on assiste en ce moment avec Macron n'est que le développement logique de la constitution d'un État-nation où une République concentre tous les pouvoirs parce que tout le monde est censé adhérer au projet de la République. Donc si tout le monde est censé y adhérer, chaque fois qu'on en écarte, c'est l'intégralité du projet qui est menacée. Chez Aristote, le principe de la cité, c'est la justice et l'amitié, la vie commune en vue du bonheur. Le gouvernement organise la vie dans le but de cette justice et de cette amitié. Avec la souveraineté, tout devient une question de puissance, de soumission à la puissance. La société moderne est une émanation du pouvoir qui crée la société. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est chez Aristote, la société ne préexiste pas à l'individu. Ou plutôt, la société, pardon, c'est pile le contraire, la société préexiste à l'individu. Et comme le disait Maurras, quand je nais, je ne nais pas tout seul. Généralement, j'ai un père et une mère. Je débarque quelque part avec une société qui préexiste. Si ça se trouve, il n'y a pas d'État en revanche. Et donc, il ne faut pas confondre la société et l'État. Donc, je vis en société, même la société est sans doute la condition nécessaire de mon émergence en tant qu'individu. Avec la philosophie individualiste et la philosophie utilitariste, au contraire, on pose que l'individu existe d'abord, on pose un état de nature purement chimérique, totalement hypothétique, et perpétuellement, évidemment, controuvé par l'expérience ordinaire, pas plus que qu'on nous montre quelqu'un qui soit né sans père ni mère, à ce moment-là, nous accepterons que l'individu préexiste à la société, mais voilà, pour le moment, on n'en est pas là. Et donc, en ayant substitué l'individu à la société, et en ayant déclaré que l'État, en fait, crée la société, et non pas que l'État était une émanation de la société, on met en place les conditions d'un totalitarisme qui va ensuite être étendu à l'État-planète, puisqu'on passe de l'État-nation à l'État-planète. Avec une redéfinition du pouvoir politique comme fondant la société, la violence apparaît. Parce que si la société ne préexiste pas à l'État, si c'est l'État qui rassemble les individus épars, que rien ne prédispose naturellement à vivre ensemble, et bien à ce moment-là, l'État les force, en fait. C'est le corollaire immédiat. L'État est à lui-même sa propre fin, et sa propre fin, c'est d'exister en contraignant les individus à rester à l'intérieur de l'État. Puisqu'on nous dit que dans l'état de nature, tous les individus étaient épars et n'avaient aucune envie de se réunir. Donc c'est bien qu'à un moment donné, l'État les contraint ou qu'eux-mêmes se font violence à eux-mêmes pour adhérer à l'État. Il y a des mythes, notamment chez Hobbes, où on nous explique qu'à un moment donné, l'état de nature étant devenu pénible, les gens ont décidé, la mort dans l'âme, de se réunir entre eux et de devenir un État, voilà, qui du coup crée une société, mais uniquement parce que des individus, par dépit, résignation et raison, ont décidé qu'il était nécessaire de se réunir pour contrebalancer les inconvénients d'une liberté individuelle insupportable. Donc, corollaire immédiat, l'État est à lui-même sa propre fin, et l'exercice du pouvoir, c'est de renforcer ce pouvoir. Puisque les gens se réunissent pour créer l'État, donc du coup, l'État doit se maintenir. Après tout, le mandat impératif qu'on lui donne, c'est d'exister. Donc, si ce mandat impératif qu'on lui donne, c'est d'exister, le fait de poursuivre, de persister dans son existence, comme dirait Spinoza, eh bien, ça, c'est le rôle de l'État. Donc, le rôle de l'État n'est pas du tout d'assurer le bien commun. On voit d'ailleurs que au passage, une autorité de type Église catholique, évidemment, n'a plus du tout sa place dans le système de régulation. Donc, il est légitime, en fait, d'une part, que les religions soient éliminées, et il est légitime que les religions résistent. Et il est intéressant de voir comment l'islam résiste à la modernité par rapport à la manière dont l'Église catholique l'épouse. Enfin, ça, c'est le sujet d'une autre conférence. L'expansion infinie du domaine de l'État est logique, et l'expansion continue du supra-État mondial, en train d'advenir, les logiques ici. Alors, Goldfin a une formule que je trouve vraiment lumineuse. Un tel pouvoir autotélique, autrement dit qui est à lui-même sa propre fin, n'est plus naturellement régulé. Étant à son propre service, il est comme juge et partie, et le mouvement qui le conduit à se développer est indéfini. Il est donc d'une part marqué du sceau d'un arbitraire dissimulé derrière la légalité des formes, et d'autre part, pris dans une logique de concentration, il ne peut que se révéler à terme stérilisateur
pour la société qui ne peut qu'évider de ses prérogatives propres. On reviendra sur la dernière phrase. Mais maintenant, si je vous dis le pouvoir de Macron n'est plus naturellement régulé, étant à son propre service, il est comme juge et partie, et le mouvement qui le conduit à se développer est indéfini. Il est donc d'une part marqué du sceau d'un arbitraire dissimulé derrière la légalité des formes, et d'autre part pris dans une logique de concentration. Il ne peut que se révéler à terme stérilisateur pour la société. Voilà, vous pouvez faire ça avec n'importe quel président de la République, ça marche. Voilà. Bon, évidemment, avec Pompidou, c'est moins violent, mais avec Macron, qui est une espèce d'épiphanie de la République, on est vraiment dans la démonstration de ce qu'un pouvoir qui est à lui-même sa propre fin réussit à produire comme concentration dictatoriale. Quand on nous parle de à terme stérilisateur pour la société qui ne peut qu'évider de ses prérogatives propres, qu'est-ce que c'est que cette société qui surgit brusquement par rapport à l'État? C'est que, en donnant à la société des prérogatives propres, c'est le libéralisme qui lui donne, qui dit que l'État s'occupe de tout, mais laisse les hommes échanger économiquement, on a un État qui est envahissant, mais qui, à l'époque de ceux qui théorisent ce nouvel État, a besoin d'un contrepoids. Et donc, ceux qui théorisent le nouvel État disent, très bien, l'État s'occupe de tout, mais en revanche, les hommes sont libres d'échanger. Dans tout ce qui ne concerne pas l'État, donc autrement dit le pouvoir économique, les hommes pourront échanger. Une fois affranchi du politique local, l'activité locale, départementale, régionale, nationale, internationale, mondiale, va évidemment chercher à dominer le politique. Si le politique n'a pas le droit d'intervenir dans tout ce qui est économique, évidemment, le but d'une puissance économique, c'est de se développer de telle sorte que rien ne la freine. De même que l'État, d'ailleurs, ne veut que rien ne la freine, il réussit à produire une espèce de double qui est censé lui être ontologiquement inférieur, mais qui en fait lui est parfaitement égal, qui est la société, qui elle-même va se développer. Comme on a dit que c'était la société économique, ou plutôt que la société civile n'était définie que par l'économie, ce sont ceux qui ont le pouvoir économique qui vont faire croître en fait cette puissance-là. Et donc on va se retrouver avec une puissance qui excède bientôt les frontières de l'État-nation, et une puissance mondiale qui du coup est capable d'imposer sa loi aux États-nations. Les grands traités dont on nous parle, le TAFTA, le CETA, etc., avec leurs tribunaux arbitraires, décidément leurs tribunaux d'arbitrage internationaux qui peuvent décider indépendamment des lois nationales et dont les décisions s'imposent aux États-nations, sont l'exemple même d'une société économique qui s'est totalement affranchie du cadre national et qui, d'un point de vue légal et législatif, réussit à imposer sa puissance en retour à des États-nations qui, de toute façon, ont en permanence renoncé à leur pouvoir, à leurs prérogatives, au profit des structures supra-étatiques, l'OMS, l'OMC et ce genre de choses. Donc on voit bien que la société civile, d'un côté, essaie de résister à l'invasion de l'État. Je vais revenir sur l'OMS et les autres. Bon, elle lui résiste mal. Hein. En France, quand on voit la destruction des libertés, c'est une résistance minuscule. Mais d'un point de vue moderne, comme elle n'est plus qu'une collection d'individus unis par des relations contractuelles, il n'y a plus rien de familial, il n'y a plus rien d'amical, l'État cherche sans cesse à maîtriser ses contrats relationnels. Alors, on l'a déjà dit autre part, ce qui est intéressant, c'est que par exemple le pouvoir actuel cherche même en fait à redéfinir la filiation de manière contractuelle. Quand Nicole Belloubet nous explique que nous avons inventé en fait une nouvelle filiation et qu'elle nous explique que deux personnes de même sexe deviennent parents devant notaire parce qu'elles ont exprimé un désir d'enfant, on voit que le côté organique de la chose n'existe absolument plus et que c'est l'État qui exige que le notaire vienne sanctionner quelque chose qui auparavant venait assez naturellement du fait d'une copulation encadrée ou non par un contrat légal. Voilà, donc, mais là, non, pas du tout. La copulation n'est rien. La génération n'est rien. Alors, en fait, l'embryon n'existe pas. Il y a un contrat notarié et un désir d'enfant, et c'est le contrat notarié qui sanctionne ce désir d'enfant, la validité sociale de ce désir d'enfant. Donc, d'un côté, l'État s'essaye sans cesse à gouverner tout ce qui n'est pas économique, donc y compris jusqu'à se substituer à des liens qui paraissaient tellement évidents qu'évidemment personne n'avait songé à légiférer sur la chose. Et de l'autre, on se retrouve avec une société qui, elle, essaie évidemment de s'abstraire du politique en permanence. Comme le pouvoir politique n'a pas d'autre finalité que son propre accroissement, il rentre évidemment en conflit avec les autres pouvoirs.
Cette logique locale est dupliquée au niveau mondial, et le pouvoir supra-étatique n'ayant lui-même au final comme finalité que son propre accroissement, en même temps que le libéralisme permet l'émergence de contre-puissances économiques capables de défier les États. Donc l'antagonisme, en fait, on nous pose un État et une société civile, en fait on pose un antagonisme, et cet antagonisme, à quelque échelle que l'on analyse, se retrouve dans une querelle entre État et puissance économique. Et avec à chaque fois l'idée que s'il y a un conflit à un niveau, il faut qu'on imagine le supraniveau et la règle au niveau supérieur qui va permettre de résoudre ce conflit. Sauf qu'évidemment, il y a une limite que la planète, peut-être le système solaire, et avec un peu de chance la galaxie. Ce qui est amusant, c'est que toutes les grandes épopées de science-fiction nous expliquent que dès qu'on quitte le domaine terrestre et qu'on arrive au niveau, par exemple, du système solaire, il y a évidemment un pouvoir, au niveau du système solaire, et puis un pouvoir galactique, et puis une confédération des galaxies. Et donc Star Trek, c'est la confédération des galaxies qui fait en sorte de faire régner un ordre démocratique sur l'intégralité des milliers de mondes habités, voilà, et où tous les hommes verts à tentacules et les monstres mous et gluants en fait communient dans l'idée d'un supra-étatisme nécessaire au développement de la prospérité, puisque donc, tout ça est réglé par des échanges économiques. Donc même les fantasmes, si j'ose dire, de domination sont évidents dans la mythologie du mondialisme, dans la manière dont on l'extrapole. Bon, je vous ai déjà parlé du CETA, donc du coup, excusez-moi, là je m'aperçois que j'ai déjà dit des choses que j'avais écrites là. Pouf, pouf, pouf. Bon, j'en profite pour expliquer que Bruno Le Maire et Macron étaient nazes parce qu'ils ont échoué dans l'imposition de l'évasion fiscale des grands groupes, donc qui était l'une des preuves qu'il y avait une puissance économique supra-étatique, évidemment, qui refusait les règles du supra-étatisme qui lui opposait. L'État est envahissant, donc d'une part en donnant à la société des prérogatives propres, et d'autre part en organisant l'interdépendance des États indépendants, libres et souverains qui ne tirent que d'eux-mêmes leur justification. Donc, avec une telle théorie du pouvoir, on a vite compris, en fait, et donc c'est pour ça que je parlais de conflit, que le gros dévore le petit. On commence par poser en principe que tous les individus sont égaux, et donc celui qui possède un métier à tisser et le tisserand sont en fait parfaitement égaux, enfin, sauf qu'il y en a un qui est capable de faire travailler l'autre et l'autre qui n'a que ses bras à vendre, donc voilà, donc, ça nous donne une disproportion immédiate, et on supprime les corps intermédiaires qui auraient permis justement de rééquilibrer les pouvoirs. C'est la loi Le Chapelier, le décret d'Allard, si je ne m'abuse. Voilà, bon, et ben, on se retrouve évidemment avec la même chose après, où le gros dévore le petit, et on voit bien que tous les États sont censés jouir d'une égalité théorique, mais les impérialismes du 19e, du 20e et du 21e siècle sont là pour nous prouver les limites de la théorie. C'est-à-dire quand la Russie décide d'avaler la Crimée, en fait, très bien, tout le monde dit c'est mal, on n'en voit plus de Roquefort en Russie, mais, et on essaie d'empêcher les Russes de construire un gazoduc, mais voilà, l'Allemagne a envie du gazoduc russe, et donc le fait que la France queen et que le Danemark soit pas Joas, en fait, on s'en fiche un peu, tout le monde se partage tranquillement l'Afrique, et évidemment on laisse les États-Unis faire ce qu'ils veulent au Venezuela. Mais voilà, mais bien sûr tous les États sont égaux entre eux, et à l'ONU, le secrétaire général de l'ONU prononce des discours que personne n'écoute et qui ne servent à rien. Donc le droit international est fondé sur la fiction de l'égalité, mais en même temps, ceux qui imaginent le système à l'époque disent qu'il faut garantir en fait ce droit international par l'appui que lui donnent les grandes puissances. Donc il y a une oligarchie d'États qui n'est pas théorisée en tant que telle juridiquement, mais qui en revanche est systématiquement mise en place. C'est la Sainte-Alliance, c'est le Congrès de Vienne, c'est le concert européen, tout ça, à chaque fois, on explique évidemment que c'est les gros qui se partagent le gâteau, et c'est bien sûr, chacun se sent le gendarme du monde entier pour faire en sorte que le Guatemala soit un État libre et indépendant. Sans parler de la Tasmanie. Donc, outre que les grandes puissances bloquent l'émergence de nouvelles grandes puissances, ou plutôt tentent de les bloquer, c'est fascinant de voir la manière dont les impérialismes du 19e s'essayent en fait à prévenir l'apparition de puissances
dont l'histoire leur dit qu'elles vont exister. Voilà, le fait que la Chine soit une puissance, elle était fermée sur elle-même. À partir du moment où on ouvre la porte pour leur vendre nos produits, il était évident que les Chinois allaient faire quelque chose. L'Inde, il était évident aussi que ça allait devenir quelque chose. Une fois qu'on a commencé à poser des principes impérialistes en Europe, il y avait quand même peu de chances que l'Afrique ne décide pas de devenir elle aussi une puissance impérialiste. Et donc la course des grandes puissances est là pour éteindre, si j'ose dire, la possibilité d'apparition des concurrents. Exactement comme Amazon se dépêche d'acheter tout ce qu'il peut acheter, exactement comme Google se dépêche d'acheter tout ce qu'il peut acheter. Alors, Google, c'est en fait il y a le moteur de recherche, mais c'est en fait une poussière incroyable de sociétés qui investissent dans l'ADN, enfin, la génétique, qui investissent dans la robotique, et donc chaque fois qu'il y a une jeune pousse, une start-up, comme dirait Macron, la jeune pousse est en fait soit annihilée, soit absorbée dans l'écosystème du gros. Amazon peut se permettre de dire je vais me lancer sur le marché des équipements auto. Tout de suite, l'ensemble des firmes américaines d'équipements auto perdent 20%. Amazon peut les racheter, ou même n'a même plus besoin de les racheter, elles ont perdu 20%. Et donc Amazon, avec sa place de marché, vend des produits d'équipements auto. Pendant des années, et encore maintenant, le profit que fait Amazon ne vient pas du tout de ce qu'il vend sur ses places de marché, il vient en fait de son activité informatique où il vend ses systèmes de gestion de données dans le cloud. Autrement dit, ils vendent des systèmes de gestion de données où les gens n'ont plus besoin de posséder l'infrastructure informatique qui permet de faire tourner les ordinateurs. C'est les ordinateurs d'Amazon et leur temps de calcul qui est vendu aux autres. Ça, c'est le truc rentable qui permet à Amazon d'être rentable. Mais la rentabilité n'existe que dans ce métier-là, qui n'est pas du tout l'instrument de puissance économique d'Amazon, qui lui, au contraire, est une manière d'annihiler l'intégralité des concurrents, évidemment, dans le cadre d'une fiction juridique de l'égalité parfaite de toutes les entreprises. D'un côté, j'ai Amazon, qui pèse 100 milliards de dollars, de l'autre côté, j'ai un épicier du Midwest, et évidemment, les deux sont parfaitement équivalents, et donc il n'y a aucune raison que l'État protège l'épicier du Midwest contre Amazon. Mais même chose en France. Les organisations supra-étatiques, donc, sont cette puissance d'arbitrage où les grandes puissances se réunissent entre elles. Donc c'est la conférence de La Haye en 1899, c'est la SDN, c'est l'ONU, et donc peu à peu on va revenir aux accords de 1964 dont je vous parlais tout à l'heure, mais on voit bien qu'avec l'ONU qui naît après la guerre, on a une nouvelle race d'organisations supra-étatiques qui à chaque fois sont mises en place pour réguler la violence. Alors avec le succès qu'on connaît, la conférence de La Haye, c'est juste avant 14-18, la SDN c'est juste avant 39-45, l'ONU c'est juste avant l'intégralité des guerres qui ont eu lieu entre 1947 et 2021. Voilà, donc ça ne marche pas. Mais on a à chaque fois l'idée, malgré tout, qu'on va consolider, et puisque ça ne marche pas, c'est un peu comme l'Union européenne, comme ça ne marche pas, on va vous en mettre plus, on vous a bien entendu, ça ne marche pas, donc on va vous en coller une couche. Donc on va mettre par exemple le Conseil de sécurité, qui est une oligarchie légale, avec un pouvoir de sanction, et il y a toutes les autres institutions de régulation, qui ont bien sûr des buts louables, mais qui surtout sont là pour propager le mode de vie occidental, les modes de vie et de pensée occidentaux dans le monde entier. C'est l'OTAN, c'est l'OMC, c'est la Cour pénale internationale, c'est l'Union européenne, qui en plus duplique l'intégralité des institutions mondiales au niveau européen, avec la Cour de justice, vous savez, l'horrible Cour européenne des droits de l'homme, l'organisation commerciale, l'OCDE, etc. Donc on se retrouve à chaque fois avec des organisations supra-étatiques qui toutes détruisent l'État-nation, mais qui lui-même avait détruit la société d'une certaine manière en substituant l'obéissance au pouvoir à l'idéal de justice et d'amitié. Et toutes ces organisations font que les États ne sont plus souverains. Voilà. Et donc, pour être absolument certain que la paix va garantir la prospérité, que la prospérité va garantir le bien-être et que ce bien-être est matériel, on fait en sorte en fait, d'avoir un système économique libéral qui est censé être neutre d'un point de vue des valeurs, à l'intérieur d'une organisation politique qui n'est là que pour promouvoir le libéralisme, puisque c'est le libéralisme qui est censé, par la loi du marché, faire en sorte que la prospérité règne partout et ruisselle, selon le terme macronien, où les riches, en fait, évidemment dépensants, font en sorte que les pauvres gagnent. Je vais ouvrir une 22e parenthèse, vous me pardonnerez, c'est un peu confus, Golfin les moins, mais c'est un exemple qui m'a absolument frappé, j'ai trouvé ça génial. Vous savez que le Chili exporte des avocats,
Donc il y a une libéralisation au Chili qui était absolument épatante, donc on a appliqué les vrais principes du libéralisme, et donc l'intégralité des eaux d'irrigation sont captées par une vingtaine de personnes, d'entreprises, de familles, qui ont fait en sorte d'assécher même des fleuves entiers pour pouvoir arroser leurs plantations d'avocats. Donc le libéralisme, on sait que ça marche mal en fait. Au lieu que le marché régule la manière dont on a accès à l'eau, on a réussi à assécher des fleuves et à faire en sorte que des populations entières en fait n'aient plus un accès normal à l'eau, puisque cette eau est captée et d'un point de vue légal et d'un point de vue illégal par les producteurs d'avocats. C'est un article du Figaro, voilà, je ne suis pas en train de vous citer Bastamag d'extrême gauche pour vous expliquer que le Chili c'est pas sympa, donc c'est même le Figaro, je sais qu'il y a viré à gauche mais quand même, qui nous explique à quel point le libéralisme marche quand on est vraiment dans le concret des choses. Donc la souveraineté aboutit à ce que les États ne soient plus souverains, la souveraineté telle qu'on la connaît, telle qu'elle est théorisée avec l'État-nation, un peu comme la liberté du libéralisme, débouche sur la possibilité d'aliéner son corps. Les États modernes abdiquent leur souveraineté et se voient contraints dans leur politique extérieure et même dans leurs droits internes. Donc on voit ce qui est intéressant dans l'analyse de Goldfin, puisque là, une fois de plus, je vous parle juste de principes philosophiques qui aboutissent à des accords internationaux qui mettent en place des structures, qui du coup aboutissent à des politiques, et qui aboutissent à un contre-pouvoir social qui en fait devient totalement indépendant du politique. Donc il n'y a pas de complot financier, il n'y a pas d'organisation plutocratique secrète qui est en train de partir à l'assaut du monde. Il y a juste en fait des formes légales et juridiques qui permettent aux financiers de s'arroger ce pouvoir et qui leur permettent légalement, qui leur permettent en plus effectivement d'être étant extrêmement riches, qui leur permettent d'être extrêmement politiques et influents sur la sphère politique. Donc voilà, donc, le lobbyisme à l'Union européenne est connu, mais le lobbyisme d'une manière générale dans les institutions internationales évidemment fait rage. Donc systématiquement, toutes ces institutions mondiales vont dans un sens qui est celui du libéralisme et pas dans le sens du bien commun. Ils vont dans le sens de l'individu gouverné par son utilité et non pas dans le sens de la société gouvernée par la justice et l'amitié. On voit que l'analyse de Goldfin qui insiste sur le péché initial en fait, de la redéfinition du politique, on passe de la justice et du bien commun comme principe à l'obéissance au pouvoir, rend très efficacement compte des dérives que nous constatons et qui en fait justement ne sont pas des dérives. Je disais tout au début, la mondialisation n'a rien de fatal et d'aveugle. Quand on raconte l'histoire comme Goldfin le fait, on voit bien effectivement qu'il n'y avait pas de raison que ça se passe autrement. Alors, évidemment, tous ceux qui, comme d'habitude, mettent en place un système utopique vous expliquent que le bonheur va arriver et qu'une fois que le bonheur n'arrive pas, c'est la faute à pas de chance, ou c'est la faute à l'ennemi intérieur, ou c'est la faute à l'ennemi extérieur. Tous les libéraux vous disent, vous critiquez le libéralisme, mais en fait le vrai libéralisme n'a jamais été mis en place. Philippe Nemo nous explique, aucun pays n'a été libéral. Donc on a beau, mais exactement comme un communiste nous explique, comme Badiou nous explique, en fait, si le communisme a été partout une pure catastrophe, c'est juste qu'il y avait des capitalistes qui empêchaient les communistes de faire comme ils voulaient. Philippe Nemo nous dit là exactement la même chose avec le libéralisme, c'est, bien sûr vous me la baillez belle avec vos exemples d'avocats au Chili, mais le vrai libéralisme, c'est pas ça. C'est juste parce qu'il y avait encore trop d'États au Chili que ça n'a pas marché. Donc on a à chaque fois des gens qui nous expliquent que ce qui est philosophiquement programmé, en fait, produit des effets qui sont purement logiques, mais comme ce n'étaient pas les effets qu'ils désiraient, ils refusent de voir la logique interne de la chose. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que quand l'extrême gauche française qui est en train de réhabiliter la Révolution française, nous explique non, en fait la terreur a été programmée, d'ailleurs c'était une bonne chose. Macron nous explique non, mais l'autorité, c'est normal que je l'exerce et c'est une bonne chose. Il n'y a pas de violence policière, il est normal d'éborgner les manifestants. Voilà. Donc autrement dit, là il y a une espèce de grand dévoilement, là aussi il y a une espèce d'épiphanie qui est assez, qui est douloureuse pour les éborgnés et les manchots, mais qui est agréable d'un point de vue intellectuel, c'est que plus personne n'essaie de nous expliquer qu'en fait cette violence, ce centralisme, cet autoritarisme, ce césarisme ne sont pas voulus. Et au contraire, tout le monde nous explique, Christophe Barbier en tête, que la démocratie c'est pas le peuple, autrement dit que la République d'ailleurs n'est pas démocratique et que autrement dit, le principe de la constitution de la nation française n'est absolument pas le fait qu'on soit tous en train
de boire des coups de gros rouge sous les cerisiers en fleurs en chantant des chansons bizarres. Non, non, au contraire, on est là pour marner, on est là pour travailler, on est là pour être soumis à l'État, et tout notre plaisir, toute notre jouissance vient du fait de cette soumission pleine et entière à un État qui n'a comme finalité que lui-même. Évidemment, une fois qu'on le raconte comme ça, il n'y a pas de problème, on peut tous être macroniens, et une fois qu'on le raconte comme ça, on peut tous être adeptes de l'Union européenne, et une fois qu'on le raconte comme ça, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas un gouvernement mondial où on sera tous soumis au supra-État qui domine toutes les structures supranationales. On remarque aussi que l'exercice d'un pouvoir qui n'a pas le bien commun comme finalité se résume en fait à l'exercice administratif de l'édiction de normes. Parce qu'après tout, donc, on a parlé des principes, maintenant parlons des moyens. Une fois que j'ai posé que l'individu existe d'abord, qu'il se soumet à un État, que c'est l'État qui crée la société, comment est-ce que l'État crée la société? Il pond des lois, il pond des normes. Il pond des normes sur la courbure des bananes, il pond des normes sur les retraites, il pond des normes sur la PMA, il pond des normes sur l'euthanasie, il pond des normes sur n'importe quoi. Il y a un sous-secrétaire d'État qui vient d'envisager la possibilité que l'État subventionne la prostitution médicale pour les handicapés, ça date de dimanche. Voilà, donc, il pond des normes sur la taille des clous que vous devez planter dans vos volets dans le cadre d'un périmètre protégé de 200 mètres par rapport à un monument historique. Enfin, voilà, mais que ne pond-il pas comme norme? Et en fait, la norme est l'outil normal. En fait, tout ce qui risque d'échapper au contrôle de l'État est en fait le risque de la dissolution même de l'État. Si l'État est à lui-même sa propre fin, évidemment, il a intérêt à faire en sorte que l'intégralité de l'existence soit normée. Et évidemment, il a intérêt à aller normer la vie économique. Parce que donc, cet État qui prétend que la société civile est autonome par rapport à l'État se rend compte à un moment donné, et assez fortement dans le cadre depuis le 19e siècle et les révolutions fomentées par les capitalistes dans le monde entier, et encore plus quand on voit ce qui se passe en Amérique du Sud et la manière dont donc on est capable d'imaginer des nations ou de les détruire juste parce qu'on a envie de faire modifier les cours du café ou du sucre. Donc voilà, l'État a bien compris que la puissance économique était forte, mais là, pour l'instant, il court derrière elle. Donc l'émergence du marché est elle-même logique. Quand la politique n'est plus que le verrouillage des normes comportementales, la puissance économique, par convention neutre, elle a le champ totalement libre. Donc on voit bien que si je pose la neutralité de l'économie, en fait je la laisse en dehors de mon contrôle, et qu'une fois que j'ai envie de la rattraper, je ne peux plus le faire. Alors, ma conférence se termine bientôt, donc j'espère que vous êtes désespérés parce qu'il n'y a pas de solution. Voilà. Cet ordre mondial, censé assurer le bien-être via la prospérité, via la paix, aboutit en fait, avec son exaltation de la norme juridique d'une part et du marché d'autre part, à deux conséquences. La destruction du bien commun, avec la transformation idéologique de la société, et le retour du règne de la pure force. Obama et Trump assassinant à tour de bras et à coups de drone, qui bon leur semble, coupables et innocents, dans le même mouvement. La destruction du bien commun, c'est, avec le marché, la mondialisation détruit la société en tirant logiquement les conséquences de l'affirmation d'un individu parfaitement autonome, sans passé ni avenir, sans obligation naturelle. Il n'y a plus de patrie, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de tradition, de coutumes, de mœurs, de langue. Tout perd son sens puisque tout ceci n'existe que dans une communauté politique. L'homme est une unité abstraite et interchangeable, communiquant peu, communiant encore moins, quand bien même on peint aux couleurs des valeurs, diversité, égalité, cette atomisation indifférenciée qui nous rend à la barbarie. On peut d'ailleurs considérer que le communautarisme, contre lequel Macron se met en marche, est une réaction de défense compréhensible, mais désordonnée, à cette dissolution de la nature de l'homme, empêcher de réaliser sa nature sociale. En fait, on nous dit qu'on est individu, et à un moment donné, ça devient insupportable, parce que fondamentalement, justement, nous ne sommes pas des individus. Nous sommes des êtres en relation, nous sommes un animal politique, puisque, pour le dire comme Aristote. Et donc, le corps social se parcellise, s'archipélise, parce que chacun essaie de reconstituer la société qu'on lui dénie. On lui a expliqué qu'il était individu, que la société était une fiction juridique à laquelle il devait adhérer volontairement. Lui, ce que l'individu éprouve, c'est qu'en fait, il est le fils ou la fille de machin, le frère ou la sœur de truc, le voisin de bidule, et que c'est ça qui est en fait une société qu'il constitue, et il n'a aucune envie d'être un individu autonome, etc. Sauf certains fous qui, du coup, tirent logiquement et donc
avec justement toute cette folie rationnelle, les conséquences de cet individualisme, qui est de dire, en fait, si je suis individu, j'ai droit à n'importe quoi, y compris à changer de sexe, à me prendre pour une licorne. Vous rigolez, mais en fait, il y a vraiment des gens qui se prennent pour des licornes, ça s'appelle les terriens. Et donc les terriens, exemple, sont en train de réclamer des droits, les pédophiles sont en train de réclamer des droits, tout le monde est en train de réclamer un droit, parce que si on pose l'individu, il n'y a aucune raison qu'un individu n'essaie pas, lui aussi, exactement comme l'État, exactement comme la société civile, de tirer tout le parti de cette autonomie, et donc d'accroître son propre pouvoir individuel. Donc une fois de plus, le communautarisme est une espèce de déviance du système qui est une réponse logique. Elle est désordonnée, puisqu'elle n'est pas capable de s'ordonner au bien commun, mais elle est logique. La mondialisation réduit tout au matériel et n'assure à chacun que son bien matériel propre, qui n'est pas le bien commun, mais dans les faits, en fait, elle accentue les inégalités. Et ça aussi, c'est logique, parce que si le système économique est un pouvoir qui est à lui-même sa propre fin, et que les peuples sont devenus un moyen de gestion économique, et non pas la finalité de l'action politique, donc du coup, il n'y a aucune raison que le pouvoir économique laisse les gens s'épanouir. En fait, une fois qu'on rompt l'idée d'une société qui préexiste à l'État, c'est le plus fort qui l'emporte, quelle que soit l'entité dans laquelle on se situe, au niveau de l'individu, au niveau de la nation, au niveau dans la sphère économique, dans la sphère politique. Réduit à ne plus vouloir que des biens matériels, l'homme se transforme lui-même en bien. Puisque mon corps m'appartient, je peux l'aliéner en vendant un rein, en vendant mes grossesses, et l'État d'ailleurs considère maintenant le corps comme un capital à faire fructifier et sur lequel il veut exercer son empire. L'individualisme justifie la réforme. Si tout n'est pas stricto sensu une construction sociale, si la société n'a aucune existence par elle-même, rien n'est nécessaire et tout est modifiable. On voit les conséquences philosophiques qui rencontrent les nécessités de l'expansion de la puissance, et qu'il s'agisse de celle de l'État ou de la mondialisation comme système économique. Les deux exige que l'homme ne soit qu'un individu, dépouillé de ses attributs sociaux, c'est-à-dire affaibli et démoralisé au sens propre. Et donc, retour à la force, puisque l'ordre mondial réussit à détruire le bien commun et à faire en sorte que la force revienne. Donc, une fois qu'on a décidé, qu'on a raconté tout ce qu'on a raconté, les peuples eux-mêmes n'ont plus aucune raison d'exister. La migration économique voulue, organisée, encouragée, contribue à leur effacement. Si tous les hommes sont interchangeables, si aucune relation historique et géographique ne les constitue, pourquoi s'embarrasser de frontières, pourquoi s'embarrasser d'États-nations? La mondialisation détruit les vieilles communautés politiques, faisant violence à toute leur population, tout en prétendant assurer une paix dont on voit tous les jours qu'elle est précaire, partielle, relative et hypocrite. Prétendre que les outils supra-étatiques comme l'ONU ont maintenu la paix est une chose risquée, et on peut se demander si la dissuasion nucléaire, si horrible qu'elle soit, n'y a pas en fait plus efficacement contribué. C'est ce que dit Macron, c'est ce que ne dit pas François. En fait, l'oligarchie des États libéraux, de cette communauté internationale autoproclamée et très réduite, instrumentalise à son profit les organes supra-étatiques et s'affranchit régulièrement des règles qu'elle a édictées. Donc là, je parlais tout à l'heure des grandes puissances, et on voit bien aujourd'hui que tout le discours sur la nécessité de l'Union européenne, la nécessité de l'ONU comme garant de la paix, n'est en fait que la reproduction d'un discours oligarchique des super grosses puissances, qui d'ailleurs cognent toutes à la porte en disant qu'il y a des petites puissances, enfin il y a des puissances moyennes en voie de petitisation, comme la France, qui devraient être évincées des organes de gouvernance mondiale parce qu'elles n'ont plus de raison d'être là. Elles ne sont pas assez fortes pour garantir ce prétendu équilibre des puissances. Et donc il est légitime que ce qu'on appelait avant les pays non alignés veulent maintenant s'aligner, mais évidemment en évinçant, dans un mouvement très Wilfried Pareto, les anciennes élites qui ne sont plus rien. L'oligarchie des États libéraux instrumentalise à son profit les organes supra-étatiques et s'affranchit régulièrement des règles qu'elle a édictées et qu'elle est censée faire respecter, comme en témoigne ce qui se passe depuis 20 ans au Moyen-Orient. La légalité n'est respectable que lorsqu'elle avantage le club fermé des oligarchies occidentales. La société institutionnelle n'est en fait que l'institutionnalisation de la domination des puissances. Rendue hystérique à chaque obstacle rencontré, obligée de justifier leur domination et incapable de céder leur place. Donc c'est donc un pouvoir illégitime qui s'exerce à être supra-étatique de la mondialisation, illégitime parce qu'il détruit des États et donc des sociétés politiques, illégitime parce qu'il ne voit que la convention et la norme et non pas la loi naturelle, illégitime parce que dans les faits, c'est un protectorat imposé de force par certains États à d'autres États, et que les États qui adhèrent volontairement à la mondialisation le font sans l'assentiment réel de leur peuple. C'est fini, c'est pas joyeux. Et si vous avez des questions, j'y réponds.
fait, il y a une troisième partie dans le bouquin, il explique comment on s'en sort. Je vais attendre vos questions. Voilà. Enfin, si vous avez des questions. Non, en deux mots, on s'en sort, c'est... en fait, Goffin est un penseur catholique. Donc il s'en sort en disant on n'a qu'à redevenir tous catholiques. Ouais, c'est une bonne idée. Voilà, donc alors, comme il a bien l'impression qu'en fait ça ne sert à rien d'essayer tout de suite de proposer à Macron de faire une communauté bénédictine à la bénisson Dieu avec Gauthier Betz, donc voilà, il dit ce qui est bien, c'est commençons par être catholiques nous, commençons en fait à renoncer à des individus et à développer la justice et l'amitié, autrement dit, redéfinition des communautés de base, et c'est sur la base de ces communautés de base, si je peux me permettre cette redondance, que nous allons pouvoir reconquérir un contre-pouvoir qui ne sera ni le pouvoir politique légal, ni le pouvoir économique désordonné, mais qui sera, si j'ose dire, le pouvoir politique réel. Donc là aussi on retrouve évidemment la distinction pays réel, pays légal de Maurras, et où on instituera dans ces communautés de base la solidarité nécessaire, la charité nécessaire, la justice et l'amitié nécessaires. Et donc c'est peu à peu, par coagulation, qu'on va pouvoir réinventer une société. Alors ça c'est la manière dont par le bas ça se passe. Par le haut, il y a le fait que, comme tous les systèmes totalitaires, comme tous les systèmes tentaculaires, il y a un moment donné où ça implose. Je veux dire, en fait, le contrôle est trop compliqué à établir. Dans les vieilles nations, les vieilles oligarchies qui tiennent à tout prix à faire en sorte que les autres n'émergent pas, bon, il y a un moment donné, quand il y a trop de puissance quelque part, si personne n'a envie d'être sous le joug d'un autre, il s'en émancipe. Voilà, la SDN n'a pas réussi à empêcher la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU n'a réussi à empêcher aucune des guerres qu'on appelle régionales, la Sainte Alliance, le Congrès de Vienne, le Conseil européen, la Conférence de la Haye n'ont jamais empêché rien ni personne de se battre, donc c'est pas l'ONU et l'OTAN, l'OMC et le Conseil de sécurité qui empêcheront qu'à un moment donné, par le haut, en fait, ce supraétatisme s'écroule. Voilà. Mais, donc je ne suis pas absolument certain que le troisième chapitre de Guillaume Goffin soit aussi, rassérénant et revigorant que nous pouvions l'espérer. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que lui aussi, il est logique. Et c'est tout le mérite du livre de Goffin, il est logique. Il montre bien que soit on est catholique et on est capable de comprendre ce que signifie à la fois l'universalisme de la charité et l'ancrage local, le fait que d'être né quelque part a un sens, soit évidemment on est condamné à être un individu soumis au joug libéral. Alors maintenant je réponds vraiment à vos questions, si tant est que vous en ayez. Est-ce qu'on n'assiste pas actuellement à un effacement de la France? C'est-à-dire, je m'explique, Macron se fait rire en faisant supprimer la taxe d'habitation que les gens payent pour lui. Ça c'est Dieu, c'est là-bas, on efface. Vu que tout le monde paye une taxe d'habitation, il a dit, je supprime la taxe d'habitation, donc des gens de côté pour moi. C'est un peu ça. Ensuite, comme la taxe d'habitation, si vous voulez, alimenter les budgets des communes et des communautés locales, des entités locales, et on leur supprime les finances, donc ils vont être obligés d'être subventionnés par l'État, qui va pouvoir faire ce qu'il veut après. Alors, tout à fait. Il y a un centralisme, un centripétisme républicain, et là on voit bien effectivement que Macron annihile l'ensemble des corps intermédiaires, même les syndicats. Si vous voulez, et après ensuite on va remonter aux communes, peut-être qu'il y a trop de communes en France. Oui. Mais ensuite on arrive au niveau des régions et tout, et comme on parlait également de la bombe atomique tout à l'heure, des forces nucléaires, on travaille en ce moment que l'Allemagne demanderait à ce qu'elle bénéficie de la puissance nucléaire. Également dans l'entente de la presse. Et sinon, si on donne ça, c'est fini, on ne l'utilisera plus. Ah mais Macron passe sa vie en fait à dire que le seul avenir de la France c'est l'Europe et que surtout l'avenir de Macron c'est présider l'Europe. Oui, mais voilà. Christophe Boutin a écouté soigneusement le discours d'Emmanuel Macron sur la stratégie de défense et de dissuasion qu'il a donné à l'école de guerre là, il y a quelques jours.
Et il s'est amusé à compter le nombre de fois où certains mots reviennent. Nombre d'occurrences des mots France ou français-française, 55. Nombre d'occurrences des mots Europe ou européenne, 98. Donc ça, il est censé nous parler de la défense nationale, de la dissuasion nationale. Nombre d'occurrences du terme souverain ou souveraineté, 20. 2 pour parler de souveraineté multiple, 8 pour la souveraineté européenne, 7 pour la souveraineté française. Et 3 pour expliquer que la souveraineté française doit en fait se combiner, sinon être transférée à la souveraineté européenne. Non, en fait, le principe même de l'universalisme républicain, c'est en fait de ne pas du tout considérer que l'histoire et la géographie française ont un sens et sont une contrainte et obligent, c'est de considérer que le monde entier doit être français. Mais Vincent Peillon dit encore dans son ouvrage de 2007 que la France est spéciale. En fait, il y a les révolutionnaires et tous les descendants directs des révolutionnaires sont persuadés que la France est quelque chose de spécial. Mais sa spécialité, c'est de conquérir le monde et de se dissoudre pour qu'il y ait une république universelle. Voilà. Et donc il n'y a pas de raison. L'expansion, même évidemment, signifie la disparition des frontières. Si j'ai un empire français, je n'ai plus de France, j'ai autre chose. Et donc si cet empire devient mondial, voilà, il n'y a plus aucune raison qu'aucune structure intermédiaire n'existe. Donc vous avez raison. Et Macron le réalise, et il explique que la meilleure manière de faire rentrer la France dans le XXIe siècle, c'est en fait de supprimer la France. Donc comme il n'arrive pas à la faire rentrer dans le XXIe siècle, il s'attache déjà à la supprimer, un peu comme les républicains n'arrivaient pas à faire naître l'homme nouveau, et donc ont décidé de supprimer le vieil homme. C'est quand même toujours plus simple d'un point de vue révolutionnaire. On massacre ceux qui ne sont pas d'accord, ce qui est beaucoup plus simple que de faire advenir un truc nouveau, quoi. Mais là aussi, on voit bien que ça ne marche pas, quoi. Donc, enfin, on voit bien que surtout beaucoup de gens en souffrent. Donc il y a une chance qu'on en bave beaucoup avant que Macron réussisse à arrêter sa course folle. Il faut l'arrêter aux prochaines élections, surtout. Oui. Je suis pas certain que Macron-Le Pen on réussisse à ne pas faire élire Macron. Mais enfin, on verra bien. On verra bien. Si quelqu'un a une autre question, oui. Vas-y. Oui, au point de vue des élections, je ne sais pas où est passée la démocratie, parce qu'aux dernières élections présidentielles, c'est la presse et les juges qui se sont invités pour lyncher un autre candidat. Oui, bien sûr. Et donc, la démocratie n'existe déjà plus. Quand Macron... la démocratie, à franchement parler, n'a jamais existé. Et quand Sarkozy a emmené les deux chambres à Versailles pour s'asseoir sur le référendum du peuple français, c'est pareil. Ce que nous pouvons dire n'existe plus. En fait, et là, les élections, la prochaine fois, eh bien, ça va être encore une comédie organisée par des... Oui, et on voit bien que si on regarde le nombre de voix qui ont élu Macron par rapport au nombre de Français, si on regarde le nombre de voix qui ont élu Macron par rapport au nombre de gens qui auraient pu être inscrits sur les listes électorales, si on regarde le nombre de voix qui ont élu Macron par rapport au nombre de gens inscrits sur l'électoral, par rapport au nombre de gens... Enfin, donc si on prend uniquement ceux qui ont voté Macron dans les voix comptabilisées, on obtient péniblement 28%, et sinon on descend à 10 en fait. Donc, mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas de démocratie en France ni ailleurs. En fait, on nous a expliqué que le suffrage universel était la forme parfaite de la démocratie. Sauf qu'en fait, on convoque le peuple une fois tous les X années, et c'est ce moment-là où il est censé s'exprimer, et on lui retire toutes les capacités d'expression d'autres moments. Pourquoi est-ce que le suffrage universel serait le seul outil démocratique? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des référendums? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des mandats impératifs? Il y a des dizaines d'outils démocratiques, mais ce sont précisément tous ces outils-là que la République française n'a pas voulu mettre en place. Et même dont elle nous explique que ce sont en fait des outils populistes et dangereux, parce qu'en fait on ne sait pas, comme le peuple vote mal, donc les gens risqueraient en fait de s'emparer du pouvoir plutôt que de le déléguer en permanence. Mais voilà, donc c'est effectivement... Avec l'élection de Macron, on a eu droit à une campagne de presse
absolument stupéfiante. Mais à franchement parler, et indépendamment de ce que je pense de la famille Le Pen, la manière dont on tire à boulet rouge sur le Front National depuis des années est tout aussi aberrant. Là, sur Fillon, ça a été surprenant parce que c'était fait d'un coup d'un seul et que ce type, somme toute assez falot, brusquement était censé devenir un héros et un salaud en l'espace de 3 mois. Son cas était réglé. Mais la manière dont on nous explique depuis 20 ou 30 ans que les nazis sont dans les murs et que en fait, la seule possibilité c'est de ne pas voter pour eux, là aussi la sphère médiatique le dit, et avec aussi peu de justesse et aussi peu d'intelligence que dans la manière dont elle s'est jetée sur Fillon. Et la manière dont, d'ailleurs, très légalement, puisque dans tout ça c'est très légalement, on empêche le Front National de se financer, etc. Alors que d'ailleurs l'une des promesses de Macron était de faire en sorte qu'il y ait une banque de financement des partis politiques. Enfin, là, ça fait partie des promesses de campagne, là aussi, et des promesses de démocratie, justement, et de régulation de la vie démocratique qui ont été oubliées en cours de route. C'est tout aussi scandaleux. Mais d'une manière générale, on parle de la manière dont tout le monde est censé être égal, où en fait le puissant garantit cette prétendue égalité. Dans le système partisan français, les gros partis sont censés garantir l'intégrité du système partisan, mais font tout à chaque fois pour empêcher l'émergence des petits partis. Et, voilà. Et les petits partis ne réussissent à émerger qu'à force d'exaspération, qu'à force de rejet de la domination exercée par le gros parti. Voilà. Et d'ailleurs, dès qu'ils sont en position d'être gros, ils se comportent exactement comme les gros partis, puisque de toute façon, ce qu'ils ont appris des gros partis, c'est la manière de se maintenir au pouvoir, qui n'est pas du tout d'être honnête, respectueux des gens. Enfin, la République En Marche s'est fait élire aussi sur une promesse de campagne qui était intéressante, c'était « nous, c'est la discussion, on a le droit de parler, et vous verrez, c'est pas comme dans les autres partis, votre voix compte ». À peine l'élection présidentielle était-elle finie, qu'il était clair pour tout le monde que, en fait, tout le monde parlait comme un seul homme, que tous les dissidents étaient virés, qu'il n'y avait aucune concertation et que les éléments de langage tombaient du château et ensuite étaient dispersés dans les sections qui d'ailleurs n'existent pas, autrement dit uniquement dans le Parlement Godillot, qui a intérêt à voter exactement comme Macron veut qu'on vote. Voilà, donc, et là aussi, c'est pas juste ce qui vient de se passer, c'est un mois après l'élection, il y avait déjà des déçus du macronisme qui expliquaient que ça se passait plus après comme ça s'était passé avant. Bien avant l'élection, je me souviens que les partisans de Macron étaient organisés 3 par 3 pour venir faire du porte-à-porte comme les témoins de Jéhovah. J'ai droit à ça aussi. Et ça éduque le peuple, ce genre de porte-à-porte. Oui, mais alors, cela dit, ça c'est intéressant. En fait, le fait que le débat ne soit pas que médiatique, mais qu'il y ait là, que pour le coup le pays réel soit présent. Ouais, la tradition du porte-à-porte française, pas trop, anglo-saxonne, beaucoup plus sûrement, elle est aimable. Le fait qu'à un moment donné, le député soit effectivement les pieds dans le caniveau et les semelles un peu mouillées, quoi. Mais on a quand même l'influence anglo-saxonne permanente, parce que ce que je pense personnellement, c'est que ce sont les francs-maçons anglais qui dirigent les francs-maçons français. Le résultat, on est de plus en plus dans un système anglo-saxon et la jurisprudence qui va avec. Ah, oui, tout à fait. Hier, vous aviez une question? Oui, c'était d'abord pour vous remercier et puis vous dire ce que vous expliquez, c'est le système spécifiquement macronien et oligarchique. Alors vous avez parlé, pour nous donner un peu de courage, d'une manière de réagir et qui serait de vivre notre religion catholique. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une réalité donc, que vous avez abordée, qui est la réalité naturelle, qui fait que même dans ce système mondialiste, eh bien, tout le monde n'est pas le pantin qu'on croit. L'Amérique de Trump, on peut penser ce que l'on veut de Trump, la Russie de Poutine,
la Chine de Jinping, etc., etc. Ce que l'on voit apparaître, c'est quand même des réactions qui montrent la réalité des États, bien sûr, mais peut-être aussi des nations, et derrière, la volonté de ces nations de survivre en tant que nation. Alors, j'ai l'impression quand même, parce que vous me parlez moins de nations que d'empires. Oui. La taille des États-Unis, la puissance économique des États-Unis, la taille de la Russie, bien sûr, la taille de la Chine. Mais même sur le plan français, donc, la question des retraites ou les gilets jaunes, c'est quand même une protestation des Français qui se rendent compte de manière consciente ou inconsciente, peut-être insuffisamment consciente, que l'État est en train de tout prendre pour les détruire, et que ce n'est pas un État protecteur, mais que c'est un État qui les vend à la mondialisation. Là-dessus, vous avez parfaitement raison. Donc, malgré tout, il y a une réaction. Le raisonnement que vous développez, que développe l'auteur, Ruffin, c'est le raisonnement qui essaie de s'imposer dans les universités, dans les écoles, dans les grandes écoles en particulier. C'est le raisonnement de l'ENA, du Polytechnique. Lui, il explique en fait quels sont les fondements philosophiques de cette volonté de puissance, mais il explique aussi que cette volonté de puissance, en fait, institue des rapports de force permanents. Oui. Donc, comme il y a des rapports de force permanents avec une contrainte permanente, évidemment, à tous les échelons de la société, à un moment donné, trouvent que cette contrainte est trop forte. Et donc, ils essayent de s'en émanciper. Alors, le problème, enfin voilà, la République gouverne mal, mais elle se défend bien, et l'Union européenne gouverne mal, mais elle se défend bien. Les États-Unis n'ont jamais été un véritable gendarme du monde, mais en tout cas, ils n'ont absolument pas envie de perdre les bénéfices de cette prétendue tutelle bénigne qu'ils exercent. Et ils veulent continuer à avoir leurs privilèges d'extraterritorialité qui leur permettent d'avoir les marchés qu'ils veulent. Mais voilà, une fois de plus, il y a juste un dévoilement des rapports de force aujourd'hui. Les gens essaient de s'émanciper et ils voient que tous les discours sont en contradiction complète avec les actes. On nous explique que tout le monde est libre, mais le Brexit c'est une guerre acharnée. On nous explique que le peuple est souverain, mais il a fallu 3 ans de bataille juridique pour que les types réussissent enfin à obtenir le fait d'être libres en se battant contre leurs propres députés. Chaque fois que des gens votent mal, on nous explique ça y est que la bête immonde a encore vomi 2 ou 3 trucs. Et donc les gens n'y croient plus. Mais le fait de ne plus y croire et le fait d'être en capacité de résister à un État aussi puissant, c'est quand même 2 choses très différentes. Et Boris Johnson, on est très content qu'il ait quitté l'Union européenne, mais enfin, c'est uniquement pour devenir un apôtre d'un mondialisme que nous rejetons aussi, quoi. Donc, oui, mais très Orban est un type sympa, mais enfin, à côté de ça, je veux dire, c'est pas pour autant que les principes de son parti sont des principes aimables. Voilà. Enfin, on est content que l'Union européenne en bave et on est content que les Anglais se cassent. Mais à côté de ça, voilà, les Anglais vont juste devenir pire qu'ils n'étaient déjà. Enfin, pour la France, c'est c'est absolument pas une satisfaction, quoi. Si vous voulez, pour prolonger ma question, c'est est-ce que nos hommes d'État, à nous, Français, nos dirigeants, nos oligarques, qui ont cette conception dans la tête, s'imaginant dominer le monde de cette façon-là, ne risquent-ils pas, en fait, d'être victimes eux-mêmes de gens qui, eux, en profitent pour avancer leurs intérêts? Macron est l'exemple parfait de la chose. C'est-à-dire, en fait, toute la vieille aristocratie politique française qui croyait bêtement que l'Europe était une manière d'augmenter le pouvoir de la France, se rend compte que la France n'est plus rien, et en plus qu'ils ne sont plus nécessaires, puisqu'ils ne sont pas assez européens. Et donc Macron est là pour les liquider. Mais c'est pas pour autant qu'ils deviennent intelligents. Juppé et Larcher ne sont pas devenus nationalistes pour autant, quoi. Juppé vient d'être nommé à je sais pas quoi là en plus. Conseil constitutionnel. Non, ça y est, il a déjà. Il vient d'être nommé dans des instances internationales absolument fascinantes. On va laisser tomber Juppé, c'est pas grave.
Et pour revenir encore sur cette même À la question, commission de Venise. Voilà, c'est ça, merci, la commission de Venise, c'est génial. à la commission de Venise. de Venise. Parce qu'il avait la tentation. Oui, oui. Et la tentation de Venise, oui, c'est vrai. C'est pour ça, vous êtes tenté. En 95. Oui. Un des organes juridiques du Conseil de l'Europe, dit le Internet qui sait tout. Voilà. C'est l'organe consultatif du Conseil de l'Europe sur les questions constitutionnelles. Voilà. Donc, pour- voilà, il y en a certains qui réussissent quand même à se... Et pour rebondir encore sur ce que vous venez de dire, c'est que, par exemple, même les gens de droite, Retailleau, Lebras au Sénat, lorsqu'ils veulent lutter contre ce qu'ils appellent le communautarisme, ils font une loi, enfin ils prétendent faire une proposition de loi pour affirmer le caractère irréductible de la République qui ne peut pas à aucun moment être mise en cause. En fait, à chaque fois, ils ne remettent pas la justice et l'amitié, ils réaffirment en fait la toute-puissance de l'État et le dogme, républicain et le mythe républicain du pouvoir du peuple. Dont les gens en question se moquent complètement. Et puis mais ça rassure le bourgeois lecteur du Figaro. Dont oui, vous parlez oui, tout à l'heure. et en même temps, quand même, le bourgeois du Figaro commence à trouver un peu bizarre qu'on lui parle uniquement des dangers de la religion et du communautarisme, alors que s'il y a une religion qui pose problème en France, c'est l'islam, et s'il y a des communautés qui posent problème, c'est quand même pas les indépendants, enfin c'est pas l'association des Bretons de Paris ou la confrérie de la bavette des Richottes. Enfin, donc là, même il y avait un article dans l'Opinion où certains députés commencent à dire que c'est quand même très compliqué de ne parler que du communautarisme. D'ailleurs, Macron commence à parler du séparatisme. Oui. Donc voilà. Et donc effectivement, alors ça permet de viser les. À chaque fois, il faut trouver un terme qui empêche de dire islam, et donc avec séparatisme, du coup, on a les Corses et les salafistes dans le même panier. Alors, voilà. Donc ça permet d'éluder. Mais je préfère à la limite qu'on parle du séparatisme qui fait en sorte que les Corses et les salafistes soient dans le même panier, plutôt qu'on parle de la violence religieuse, où du coup, sous prétexte qu'on a fait des manifestations pour interdire la dernière tentation du Christ, on nous assimile à ceux qui sont en train de couper la tête aux chrétiens, quoi. Donc, en expliquant que tout ça, c'est juste une affaire de degré, mais c'est la même violence fondamentale. Et même François est d'accord. Oui, François, il y a un continuum. François considère que donner une claque à sa femme et décapiter un chrétien, qui est-il pour juger, etc. Non, François est très à cheval sur le concept englobant qui permet justement d'ailleurs de développer des solutions supra-étatiques. Ce qui m'a fasciné dans Laudato Si, dont tout le monde a salué à juste titre d'ailleurs le souci écologique, c'est que c'était déjà d'un point de vue politique un venin complet, puisque l'ensemble y compris Rouvillois qui adore Laudato Si et qui refusait de le voir ou qui refusait de le considérer, Laudato Si était déjà uniquement dans les solutions supra-étatiques. Et donc là, le pacte de Marrakech, et bientôt en avril, si je ne m'abuse, la déclaration d'Abu Dhabi, on est uniquement dans l'invocation au supra-étatisme comme étant la manière de régler les choses. Et le pape développant à la fois le souhait d'un supra-étatisme complet pour annihiler les communautés politiques, tout en réclamant la synodalité pour l'Église catholique, qui est la dissolution du seul universalisme qui vaille quelque chose, au profit au contraire de communautés locales. Et ce qui est logique d'ailleurs, puisque en même temps qu'il institue un pouvoir démocratique universel, un pouvoir politique universel, évidemment il veut détruire le contre-pouvoir possible que représente l'Église catholique. Les universalismes qui eux ont un sens. Enfin, dit comme ça fait un peu antipape là. Mais... Non. Merci. Hein. Bon, mais...